Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, Parole de Star, aujourd'hui l'invité c'est Louis Vell. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. C'est Paroles de Star sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Louis Vell qui a écrit un livre avec Frédéric Hébrard, Tant qu'il y aura des chats, aux éditions Duplon. Louis Vell, bonjour, merci d'être avec nous, merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Écoutez, je suis très heureux et j'en profite pour saluer vos auditeurs et les remercier de leur présence. Alors Louis Vell, on va dire que chez vous, c'est une longue histoire d'amour avec les chats. Vous avez toujours aimé les chats. Ben oui, j'ai eu dans mon livre, c'est ce qui ouvre le livre quand j'appelle Argirol, ma première histoire de chat. C'est dans des circonstances un peu particulières, puisque j'avais 3 ans et demi et j'allais faire la connaissance de mon papa. Je savais que j'avais un papa, mais je ne le connaissais pas parce que mes parents, si jeunes qu'ils fussent, étaient déjà divorcés. Je savais que mon papa était pharmacien. Et alors, j'étais chez mon grand-père pharmacien également, car mes 2 grands-pères étaient pharmaciens, ma mère pharmacienne, enfin tout le monde était pharmacien dans la famille. Donc je m'attendais à avoir une blouse blanche. Et voilà que mon grand-père m'amène un militaire en me disant « c'est ton papa ». Alors je suis resté interdit parce que c'était pas du tout ce que j'attendais. Alors il était dans un bel uniforme puisqu'il terminait son service militaire comme officier, vous savez. Et là, c'est alors embrasse, c'est ton papa. Il dit bonjour papa, et j'arrivais pas à bien sortir bonjour papa au militaire parce que il ne représentait pas du tout mon père, embrasse ton papa, etc. C'était un choc. Et oui, c'est ça, c'était un choc, les choses ne se passaient pas comme je les avais imaginées, espérées. J'étais là, assis sur les marches de l'escalier, et mon grand-père dit à mon père, bon, ça, dans quelques instants, ça ira mieux, etc. Et d'ailleurs, il annonce en même temps à mon grand-père qu'il allait se remarier. Il était veuf depuis 1 an ou 2, quoi. Et je reste seul comme ça sur les marches, et qui je vois venir vers moi, Argirol, le chat à qui personne ne parlait, qui ne parlait à personne, qui restait dans la pharmacie, sur la chaise réservée aux clients qui en auraient besoin. On me dit non, n'approche pas Argirol, etc. Et tout d'un coup, je le vois qui vient vers moi et qui me caresse, comme font les chats, avec leur flanc et tout ça. Ils viennent me frotter. Alors, j'ose petit à petit poser ma main sur lui, dans son poil, etc. Et je m'aperçois, au bout de je ne sais pas, 1 minute ou 2, que mon chagrin s'était dissipé. Et ça, c'est une vertu des chats, cette capacité qu'ils ont. Je crois d'ailleurs que ça vient du fait que nous émettons des ondes, n'est-ce pas, à notre insu, toute la journée, toujours, on émet des ondes auxquelles le chat est sensible, qu'il reçoit très bien, et il s'aperçoit, si on a une contrariété ou quelque chose comme ça, que le niveau des ondes diminue. Et alors il vient voir ce qui se passe. Alors, à partir de là, j'avais un préjugé, c'est pas un préjugé, puisque c'était une expérience, n'est-ce pas, mais une considération particulière pour les chats. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je suis rentré chez ma maman, j'ai dit que j'aimerais avoir un chat, et on m'a dit, mais non, ta grand-mère n'en veut pas. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que son petit frère avait 6 mois, été étouffé par le chat de la maison qui était monté dans son berceau. Alors, les chats étaient proscrits.
Voilà comment a commencé. Mais j'avais toujours dans la tête cette chose positive vis-à-vis des chats et des capacités qu'ils avaient de vous soulager de nos petites infortunes. Alors souvent, Louis-Vell, quand on a des relations avec les chats, on se demande qui est le maître. Est-ce que c'est le chat qui est chez lui qui est le maître ou c'est le maître? Voilà, on sait plutôt à qui attribuer les rôles. Mais très bien, mais les chats nous choisissent, n'est-ce pas? C'est comme ça que on les a eus depuis le premier, si vous voulez, qui a ouvert la dynastie quand on était déjà mariés avec Frédéric. On a trouvé dans une poubelle la nuit à Paris et on a mis le doigt dans un engrenage bien heureux d'ailleurs. Mais ça a été, et ce chat que nous avions appelé Bonheur nous a fait toutes les sottises possibles et imaginables, mais avec une grâce, une gentillesse, une affection qui ne se démentait jamais. Et finalement, quand on l'a donné à garder pendant l'été à un restaurateur hongrois, et quand on a voulu le reprendre, ça a été des larmes, non, ma femme voudrait le garder parce que, vous savez, il déchire beaucoup, mais il est tellement affectueux. Bref, on lui a laissé le chat, et après on est venu s'installer où nous vivons toujours, depuis 50 ans, là, dans les Yvelines, et là, la porte était ouverte sur notre chemin creux, et nous avons vu apparaître des chats. Certains sont passés et d'autres se sont installés. Ils ont trouvé que la maison et les maîtres de maison, si je puis dire, étaient bien pour eux. Alors une citation dans votre livre, Louis-Vell, c'est « Pélardon est un chat d'écrivain et un chat écrivain ». Ça veut dire que le chat vous inspire? Ça, c'est ce que dit Frédéric. Parce que beaucoup de gens nous disent « Vous avez écrit à 4 mains ». Je dis non, à 2 voix, mais pas à 4 mains, puisque les interventions de chacun sont marquées, n'est-ce pas, clairement, comme vous savez, dans le livre, c'est Louis, Frédéric, etc. Chacun a donné ses propres émotions sans que quelqu'un vienne corriger ou améliorer. Non, chacun a écrit comme il le sentait, comme il le voulait. Alors bien sûr, cette histoire se passe à Nîmes avec des endroits que l'on connaît très très bien, le temple de Diane et le jardin de la Fontaine. Quand on est nîmois, on n'y échappe pas. Bien sûr, elle est comme vous, elle est nîmoise. Et surtout, elle a passé son enfance à Nîmes parce que ses parents, au début, à Paris, n'étaient pas installés de façon à pouvoir la garder avec eux. On a connu la même chose, nous, avec notre fille. Au début, elle a vécu à la campagne chez une dame chez qui, après, ses frères sont allés et qui les recueillait quand ils étaient bébés parce qu'on ne pouvait pas, avec la vie qu'on menait, jouer le soir et tout ça, ça ne collait pas avec nos capacités. Alors il faut dire que Frédéric Hébrard est la fille d'un personnage emblématique pour les Cévennes dont on ne parle pas assez, c'est André Chanson. Oui. Vous savez, on le lit, on le relit, on trouve des choses absolument superbes chez André Chanson, absolument superbes. Il y a des paroles dans un des discours qu'il a fait avant-guerre, juste avant-guerre, si vous voulez, 37-38, au musée du désert. Il y a une description prémonitoire de ce qu'est résister. Bien sûr, le mot de Marie Durand est dans toutes les consciences cévenoles, mais sur la résistance, et c'est prémonitoire, car c'est ce que des gens ont eu à vivre quelques années après sous l'occupation, et c'est d'une beauté, d'une grandeur d'âme, n'est-ce pas, qui nous touche d'une façon... Alors on va rappeler que Marie Durand a écrit avec ses ongles lorsqu'elle était prisonnière. Ah oui, je comprends, bien sûr, puis quand même, elle est restée combien, 30 et quelques années, elle a eu une innocente absolue avec d'autres femmes. Non, c'est resté imprimé dans la mémoire cévenole. Et il y a eu un rapprochement beaucoup à la suite de la résistance entre les catholiques et les protestants, et beaucoup à l'occasion des enfants réfugiés, où vraiment ils ont compris, après des enfants juifs la plupart du temps, ils ont compris que c'était Jésus leur patron, qu'il soit catholique ou protestant, et c'est à l'occasion de cette... D'ailleurs, ce phénomène est évoqué dans le dernier roman de Frédéric qui s'appelle Les Châtaigniers du désert, et il se trouve que l'été et l'automne dernier, nous avons tourné dans les Cévennes son livre Les Châtaigniers du désert, qui est un très très beau livre. J'ai vu le film qui devrait sortir en 2 soirées, et je peux vous dire qu'il est extrêmement
émouvant à cause de ce qu'il figure, de ce qu'il met en scène. C'est un très très beau film. Alors ça a été tourné entre Méruès et Valrogge. Oui. Essentiellement les grands pôles, si vous voulez, c'est Méruès d'abord et puis encore plus Valrogge après, où on est resté encore plus longtemps à Valrogge, qui devient Val-d'Héron dans l'histoire. Changer le nom, c'est un des hameaux d'ailleurs de Valrogge qui porte le nom de Val-d'Héron. La tombe d'André Chanson se trouve justement sur la commune de Valrogge. C'est un endroit magnifique. Magnifique, car quand on débouche, n'est-ce pas, c'est à peu près 1300 mètres d'altitude, et quand on débouche du bois et que tout d'un coup l'horizon se déroule devant nous d'une façon, j'allais dire, subite, car on sort du bois et on voit un paysage qui n'en finit pas, d'une grande beauté, et là, au bord de l'abîme, eh bien, reposent mes beaux-parents, nés et morts la même année. Il y a des gens que ça intrigue parce qu'ils voient qu'il y a deux personnes qui sont évoquées et qu'il n'y a que deux dates, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont nés et morts la même année. Alors vous faites la découverte des Cévennes avec l'ascension de l'Égoile depuis la maison du Pressous. Oui, c'est un peu une tradition familiale que garçons et filles ont fait. Il reste notre dernière petite fille qui ne l'a pas encore faite, mais on part. Mais quand je l'ai fait, moi, la première fois avec André Chanson, c'était donc en 1949, il y avait encore des traces de sentiers, mais un demi-siècle est passé par là-dessus, et c'est beaucoup plus difficile et périlleux presque à certains endroits pour bien s'orienter, pour monter, car on monte en droite ligne, depuis les Bressous, c'est vraiment en droite ligne. Ça n'est pas, si vous voulez, comme les 4000 marches qui partent de Valrogge pour monter à l'Espérou, et qui sont sur une pente plus douce, puisqu'il y a quand même 4 kilomètres de différence. Nous, on est exactement à l'aplomb. On a les orteils les orteils de l'Égoile dans la cave, qui est une ancienne bergerie de notre maison, là. Et c'est merveilleux. Et alors, c'est une initiation faite par les aînés. Donc moi, c'était André Chanson. Et puis après, c'est notre fils François qui a fait monter successivement à ses 3 enfants. Enfin, successivement quand ils avaient l'âge de pouvoir. Mais le plus jeune, il n'avait pas 5 ans quand il l'a fait, cette escapade. Et un jour de 14 juillet, le soir, il gambadait au milieu des danseurs, alors qu'il venait de faire une espèce d'exploit, monté et descendu, hein. Alors un livre à conseiller à nos auditeurs, c'est La Protestante et le Catholique. Là, on découvre vraiment les Cévennes, Louis Vell. Oui, là encore, c'est un livre à 2 voix, n'est-ce pas, puisque c'est Frédéric Louis. C'est un livre qu'on nous a, comment dirais-je, je ne dirais pas commandé, mais c'est venu parce que nous avons fait une réunion au moment du 4e centenaire de la promulgation de l'édit de Nantes, à Nantes donc, et nous avons parlé de notre couple mixte, si vous voulez. Et les gens, on leur a raconté des histoires qui étaient tellement drôles, tellement savoureuses, qui nous ont dit, mais vous devriez faire un livre, etc. Et on n'a pas comme ça sauté sur l'occasion, mais j'ai commencé à écrire ma jeunesse. Frédéric a dit, tiens, c'est bien, on va écrire comme ça. Et c'est un livre qui se vend toujours depuis 99. La seule chose, c'est qu'on a rajouté la petite Anaïs. Elle dédie le livre à ses petits-enfants, n'est-ce pas, à nos petits-enfants, et Anaïs n'était pas encore née, la plus jeune. Qui est d'ailleurs sur la couverture du livre et qui aurait dû ne pas exister parce que quand notre belle-fille a été enceinte et qu'elle attendait cet enfant, les médecins lui ont dit vous avez une toxoplasmose, il y a bien des risques pour l'enfant qu'il puisse être, je sais pas, mongolien, un tas de choses vraiment pas encourageantes, donc si vous voulez, oh, pas du tout, a dit ma belle-fille, je veux garder, c'est mon enfant, je le garderai, quoi qu'il soit, etc. Et c'est la petite fille qui est en contemplation devant le chat, notre chat Pélardon, et qui fait la couverture du livre. Et il y a un échange de regards. Quand l'éditeur a vu cette photo, il a dit c'est ça qu'il faut prendre comme couverture, car il y a un élan, les ondes, on les voit entre elle et le chat, n'est-ce pas, elle ne caresse pas, elle est dans une position de méditation, et elle échange un regard, mais très profond, avec le chat qui la regarde également. Il y a un tel rapport avec les chats qui ont... Vous savez, j'aime beaucoup les chiens, je dis ça parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que
J'aime les chats contre les chiens, pas du tout. Les chiens sont des êtres merveilleux qui nous aident beaucoup dans la vie courante. En plus, ce sont des êtres pathétiques parce que le chien, souffre terriblement vis-à-vis de son maître. D'ailleurs, écoutez, vous avez lu le livre, il y a l'histoire de mon père qui ne jurait que par les chiens, qui venant déjeuner à la maison s'était pris d'une petite chatte que moi je connaissais à peine, qui était venue pendant que je tournais à l'étranger, et il s'est pris d'affection, elle aussi, il l'a emmenée, et bien le chien qu'il avait, 8 jours après, était mort. Renoncé à manger, il a vu, il était victime pour lui d'une trahison. Alors ce que l'on retient de vous, Louis Vell et Frédéric Hébrard, bien sûr, c'est l'amour des animaux. Et Frédéric Hébrard qui est de Nîmes, justement, avec la tauromachie, on est un peu plombé là au niveau de la protection animale. Oui, la feria, c'est quelque chose, la Pentecôte. Il y a un déchaînement populaire qui remonte à Rome, si j'ose dire. Louis Vell, vous n'êtes pas qu'écrivain, vous êtes aussi acteur. On en parle dans quelques instants. On marque une pause sur Fréquence Évasion. On revient tout de suite. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans Parole de Star. L'invité aujourd'hui, c'est Louis Vell. Alors Louis Vell, comment en êtes-vous arrivé justement à vous intéresser au cinéma, au théâtre? Écoutez, tout simplement parce que quand j'étais au collège, on m'a mis sur scène à l'âge de 9 ans et demi ou 10 ans. Et on m'a mis sur scène et je jouais, et tenez-vous bien, j'avais 11 ans pour la deuxième chose. J'avais 11 ans, j'étais écossais, j'avais 4 enfants. Vous voyez le tableau. Ils avaient trouvé des petits plus jeunes que moi, bien sûr. Et je m'appelais Lord Episcote. Et j'avais sans doute des dispositions qu'ils avaient senties. C'est jamais moi qui ai demandé à monter sur scène. Pas du tout. On m'a choisi. J'avais une bonne diction. C'était ça. Et puis alors j'ai découvert un monde. Dès le début, le monde des coulisses, si vous voulez. Pour un garçon, on était transformé dans une autre chose que j'ai joué. Je crois que j'étais Maharaja ou un truc comme ça, mais on me passait les cheveux, on me faisait les cheveux argentés, tout ça. Et puis on me maquillait, c'était pas nous qui étions capables de nous maquiller. Et l'odeur du fond de teint, de ces fonds de teint de l'époque, des Lechner ou des choses comme ça, c'était tout à fait envoûtant. Donc ça m'a pas décidé, non, mais ça m'a orienté. Et surtout, dès que j'ai manifesté l'envie d'être acteur, que je suis allé au cours, avant même le conservatoire, tout de suite, on m'a distingué. C'est-à-dire que j'ai joué tout de suite 1 an et demi après ma philo. Je me trouvais sur scène à Paris dans un théâtre en régulier, n'est-ce pas? Il y avait un signe, c'est que les gens avaient quand même besoin ou sentaient que j'étais capable d'exercer ce métier. C'est un métier cruel, n'est-ce pas? Parce que ce sont les autres qui vont décider que vous êtes acteur ou pas. Et c'est là où le métier est cruel, parce que vous ne pouvez même pas être un acteur maudit. Vous pouvez être un peintre maudit, on en a connu. Vous faites des toiles qui ne se vendent pas, mais vous vous exprimez. Des musiciens qui ont du mal à ce que leur partition soit déchiffrée, mais qui peuvent composer. Des écrivains peuvent écrire, ils ne seront pas publiés ou après, etc. Mais ils écrivent. Que voulez-vous que fasse un acteur tout seul devant un miroir? C'est pour ça que le métier est cruel. Il est cruel d'un côté et enivrant d'un autre. Alors grâce à vos séries télévisées qui sont de très haute qualité, Louis Vell, vous avez fait découvrir les Cévennes, mais pas seulement les Cévennes, le sud de la France, notamment à Avignon, avec La Demoiselle d'Avignon.
Oh ben oui, et puis on a remis ça avec le Château des Oliviers, qui a été un grand succès, et le dernier que nous avons fait en grand feuilleton, c'est le Grand Bâtre, et là c'est la Camargue qui est le personnage principal de l'histoire sur plusieurs générations. Ça, Frédéric y tenait beaucoup de longtemps, parce que tout ça, bon, et les Cévenols, avec un quart ou un demi-quart camarguais, mais pour elle, c'est capital. La Cévennes, et justement le dernier, les châtaigniers du désert, alors sont purement cévenols. Les autres peuvent être provençales dans le cas de Château des Oliviers ou camarguais dans le cas du Grand Bâtre. C'est son pays, quoi. Alors Louis Vell, quels sont les souvenirs que vous gardez de ces deux séries, de ces deux tournages, La Demoiselle d'Avignon et Le Château des Oliviers? Pour La Demoiselle d'Avignon, le périple, n'est-ce pas, à l'époque, on ne présentait pas des synopsis ou tout ça, rien. Vous écriviez 6 heures. C'était qui tout double. Ou bien les gens disaient oui, on le prend, ou bien ils disaient non. Mais vous aviez travaillé. Et là, quand elle a débarqué, après mai 68, je dis ça parce que les reproches qui étaient faits à la Demoiselle d'Avignon, c'est qu'après mai 68, comment voulez-vous que le public français puisse s'intéresser à une princesse, etc. Ils avaient des reproches en disant que, enfin, un garçon et une fille normalement constitués, ils passent une nuit à fouiller, à découvrir la statue, ils ne pensent même pas à l'embrasser, le public ne comprendra pas. Ils partent 2 jours à Honfleur, au bord de la mer, ils prennent 2 chambres, non, c'est pas possible. C'est tout ça qui a fait le succès du livre, précisément. C'était une autre proposition d'existence que celle qu'on cherchait à nous imposer, en plus, n'est-ce pas? Elle a été refusée comme ça pendant 1 an. Et puis ça a commencé avec Monsieur Jégu, qui ont présenté le projet, qui on l'avait présenté, il avait des assistants qui l'avaient refusé, etc. Puis on a été mis en contact par hasard. Ça venait aussi de ce que mon beau-père avait succédé à son beau-père à l'Académie française. Et le baron Seyer, il avait épousé une fille du baron Seyer, et mon beau-père a succédé au baron Seyer, le même fauteuil à l'Académie française. Alors on s'était vu. Et simplement ce que je lui ai dit, j'ai pas essayé de défendre mon histoire, je ne discute pas comme ça. Je lui ai dit, écoutez, ce qu'on veut, c'est que 1 quart d'heure par jour, car c'était prévu 1 quart d'heure quotidien, 1 quart d'heure par jour. Le public qui rentre chez lui, les gens qui sont pour le moins fatigués, qui peuvent avoir été brusqués ou maltraités au cours de la journée ou contrariés, qui aient au moins pendant 1 quart d'heure le temps de souffler, avec une proposition d'existence différente. Je n'ai parlé que du public. Et il m'a dit, après on s'est revus, il m'a dit, vous savez, vous êtes le seul à m'avoir parlé du public, les autres me parlent de leur histoire. Et vous n'avez pas dit un mot de votre histoire, mais vous m'avez dit, c'est pour le public, etc. Et c'est comme ça que ça a été... c'est un roman, hein, c'est un feuilleton. L'histoire de la Demoiselle d'Avignon, de A à Z, c'est un feuilleton. Avec des histoires pas croyables, sauf qu'elles sont arrivées, non, c'était extraordinaire. On n'imaginait pas le succès que ça, la détonation que ça ferait dans le public français. Et non pas pour les amortir, comme au contraire, les gens, on a reçu des milliers de lettres de gens, et les gens disaient, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'était pas du tout quelque chose comme certains pouvaient le penser qui endormait le public, c'est le contraire, ça les éveillait. Pourquoi ne peut-on pas vivre comme ça? Il n'y a pas besoin de... Le prince ou princesse, ça n'a aucune importance dans le feuilleton. L'idée originelle nous est venue un jour, nous sommes dans un supermarché, Frédéric et moi, il y avait une rangée de caissières qui portaient des petits diadèmes en coton, vous savez. Et pour s'amuser, on se dit, tiens, ça serait drôle s'il y avait une de ces filles vraiment princesse. On dit, oui, mais enfin, c'est idiot, ça tient pas debout. Hein. Une fille va pas venir en France pour être caissière. Non, bien sûr, c'est pas possible. Et puis, à force de dire c'est pas possible, on dit non, il faudrait qu'elle soit venue pour autre chose, et puis qu'elle ait été contrariée, et que, ah oui, peut-être, comme ça. Et ça, c'est à force de conversation et d'échanges avec Frédéric qu'on a commencé cette histoire de la Demoiselle d'Avignon, en disant tout le temps, oui, mais enfin, ça, c'est pas possible, et puis c'est comme ça qu'on l'a fait. Et ça a été possible. Et puis, il y a les sentiments et la comédie. Alors Louis Vell, il faut récidiver dans cette voie, car entre les coups de pétard et les urgences, etc., à la télévision, c'est le nivellement par le bas, vraiment. Oui, bien sûr,
on peut le penser comme ça, mais c'est la violence. Et la violence qu'on propose, on la retrouve tous les jours dans les faits divers. On voit des garçons qui ont 10 et 11 ans qui poignardent leur professeur, ou lui mettent un coup de couteau aux copains. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ne voient que ça à longueur de journée. Ce sont les principales propositions qu'on voit. Beaucoup viennent d'Amérique, elles sont faites avec beaucoup de talent, certaines d'Amérique avec beaucoup de talent, mais c'est quand même un univers de violence, d'argent, de rapacité, etc. Alors on compte sur vous, Louis Vell et Frédéric Hébrard, pour lutter contre cette violence télévisuelle avec justement des séries de qualité comme les vôtres. Alors il y a eu la participation de votre fils dans la série Le Château des Oliviers. Oui, avec notre fils François qui avait 23 ou 4 ans ce matin, parce que il apportait le regard d'une autre génération. Et c'était précieux pour nous d'avoir le regard de notre fils, parce que la société bouge, n'est-ce pas? La société change, et on avait un contemporain jeune, si je puis dire, qui nous a apporté beaucoup de choses. Et puis ça c'était pour Le mari de l'ambassadeur, et puis après pour Le Château des Oliviers. Alors Le Château des Oliviers, c'est aussi une série qui a vraiment marqué les téléspectateurs. C'était un grand moment. Bah oui, c'est aussi un succès oui, considérable, mais un travail aussi. On est partis tous les trois quand on l'a écrit pour travailler, et Le mari de l'ambassadeur, on est resté combien, 5 mois et demi en Alsace, et ça commençait dans la neige. Au mois de février, on a dû travailler de février à fin juillet au début, mais on travaillait avec application, je veux dire. C'était parce que il doit faire 14 heures, quelque chose comme ça. Oui. Et moi j'aime bien les longues histoires, je n'ai pas peur du mot feuilleton, pas du tout. C'est plus difficile à défendre commercialement, parce que dans une série, eh bien vous pouvez en prendre 3, 4, si vous faites Colombo, vous en prenez 10, 15, 2. Ce sont des histoires closes, n'est-ce pas? Oui. Tandis que dans un feuilleton, vous êtes obligé, je parle financièrement, les gens qui l'achètent, faut qu'ils prennent tout, faut qu'ils prennent tous les épisodes. Mais en revanche, on déclenche, si le feuilleton plaît, on déclenche, le public en vient à collaborer, vous voyez. Ils disent, il va arriver telle chose, je ne crois pas, moi je crois plutôt, tu vas voir, etc. C'est quelque chose de précieux. Et on le voit en ce moment où nous faisons beaucoup de signatures avec, tant qu'il y aura des chats dans une famille, on le voit parce qu'on est entré. Alors, vous me direz que ça fait depuis le temps, avec la Demoiselle d'Avignon et tout ça, on est entré chez les gens. Les rapports ne sont pas les mêmes que s'ils nous ont vus au cinéma, dans une salle de cinéma, ou au théâtre, dans une salle de théâtre. Là, ils nous interpellent, ce qui n'est pas possible. Ils nous disent c'est bien, ou un acteur qu'ils aiment, c'est bien, oh, lui je l'adore, etc. Ce qu'on ne peut pas dire pendant que l'acteur joue, on ne peut pas dire lui je l'adore, les gens nous feraient taire, c'est normal. On est rentré dans les familles, n'est-ce pas? Alors une autre casquette, c'est le théâtre. Louis Vell, c'est toute une vie pour vous. Vous avez été metteur en scène, vous avez été aussi au Théâtre Antoine. Le théâtre vous passionne? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est la base de tout, hein, le théâtre. Le théâtre ne disparaîtra jamais. Disparaîtra jamais, le théâtre. Pas possible. Il n'est pas basé sur des moyens techniques comme est le cinéma, la télévision, des choses comme ça, n'est-ce pas? Et les techniques se modifient. Au théâtre, c'est toujours un homme qui vient parler au public, un homme ou une femme, soit dit. Il faut toujours être prudent dans ses propos. Aujourd'hui, il y a un homme et alors et les femmes. Non, c'est ça, c'est quelqu'un qui vient s'adresser et en général, ou lui-même ou quelqu'un d'autre a inventé une histoire. Enfin, donc le théâtre durera toujours. C'est plus difficile d'être sur scène chaque soir au théâtre ou de tourner un film ou un téléfilm? Oh, l'engagement est le même. L'engagement, je veux dire, se consacre. Mais la fatigue est beaucoup plus... Quand le rideau est levé, je pense à une chose, il y a quelques années, j'ai joué une pièce tirée d'un film qui s'appelait Festen, vous savez, un film danois qui est d'une cruauté inimaginable. Bon, mais nous, quand le rideau se lève, il n'y a pas de rideau en plus, mais quand le spectacle commence, il faut aller au bout. Il faut aller au bout, on ne peut pas refaire une prise, on peut pas... Donc vous voyez, l'engagement et on vit des moments au théâtre. Moi, je pense à une pièce que j'ai jouée
au troisième acte, je suis dans une chambre d'hôtel, etc. Et j'ai réussi dans la vie, et j'ai apporté à ma commune d'origine, où j'ai fait un tas de bêtises quand j'étais jeune, je viens leur apporter un hôpital, un stade, une piscine, enfin un lycée, vous voyez tout ça, dans une maquette que je vais présenter. Elle est dans la valise, posée sur une table. Quand le rideau se lève, là il y a un rideau, quand le rideau se lève au troisième acte. Et quand je suis seul, j'ouvre la valise dans laquelle se trouve la maquette, et bien je joue la pièce, j'ouvre la valise, il n'y a rien dedans. Vous voyez, pour pas dire rideau, merde, non, et j'ai joué la scène d'après, c'était avec la jeune fille qui faisait la chambre, si vous voulez. Et on avait un dialogue, et le dialogue était le même, mais elle sentait bien que j'étais pas moi le même. Elle se disait pourquoi elle-même se demandait si c'était à cause d'elle. Est-ce qu'elle avait dit ou fait quelque chose qui... Vous voyez le trouble et on continue à jouer la pièce. À un moment, elle s'approche de la valise pour la prendre qui était sur... Non, mademoiselle, non, vous ne touchez pas à cette valise. Bien, monsieur, oui. Et on continue à jouer. Et moi, je me dis, mais comment je vais faire? Comment on va faire? On va être obligé de baisser le rideau, c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, quand elle me dit... Bon, ben monsieur, voilà, je m'en vais, elle a fini. Mademoiselle, oui monsieur, soyez gentil, prenez cette valise. Elle se dit, mais monsieur, vous m'avez dit, non, prenez la valise. Mais monsieur, vous m'avez dit, mademoiselle, je vous demande de prendre cette valise. Bien monsieur, elle se dit, il est fou. Et dès qu'elle a touché la valise, elle comprend qu'elle est vide. Alors son visage s'éclaire, elle dit, bien monsieur, je vois qu'elle a compris et que pendant ce temps-là, que la pièce va continuer, on va remettre là, à un moment, elle reviendra tout naturellement avec la valise, elle la pose, et voilà. Mais vous vous rendez compte ce qu'on bouffe comme potassium, magnésium, je ne sais pas, tous les métaux qu'on peut avoir foutent le camp. Parce que, alors là, évidemment, au théâtre, c'est le théâtre. C'est très difficile de gérer son trac au théâtre chaque soir, comme ça, quand on rentre en scène. Ah bah oui, et puis là, c'est des tracs... Il y a le trac naturel, si j'ose dire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une fragilité dans les représentations, même quand on a joué 50, 100 fois, 200 fois, 300 fois. Et la fragilité, elle vient au moment où on s'aperçoit que depuis X minutes, tout s'est déroulé sans vous. Vous avez dit les choses, vous avez fait les gestes, mais vous étiez ailleurs. Et tout d'un coup, vous réalisez ça. Et c'est là où on risque de trébucher. C'est au moment où on se dit, mon Dieu, mais tout ça s'est passé et j'étais absorbé par des idées, une chose, enfin bon. Et c'est là où on risque de trébucher, le moment où on réintègre, où on revient dans le personnage. Oh, c'est infini, le théâtre, on peut en parler. Alors que pensez-vous du rapprochement de la télévision avec le théâtre, les programmes qui nous avaient été promis justement par France 2, du style au théâtre ce soir? Je n'en pense que du bien. Voyons, c'est évident, même s'il y avait des imperfections, mais c'était quand même proposer aux gens des pièces. Moi j'en ai fait, je ne sais pas, 4 ou 5, des pièces que j'avais jouées d'ailleurs et qu'on a repris là. Mais bien sûr que c'était... Sans ça, vous savez, ça n'aurait pas marché pendant tant d'années. Parce qu'ils étaient contents de voir des pièces, ils étaient contents de voir des acteurs. C'était évident. Et le risque est au contraire, il y a un risque quand on joue une pièce faite pour la télévision. C'est-à-dire, on met peut-être des spectateurs dans une salle, mais ça n'est pas la même chose qu'une pièce qui a été jouée, rodée, etc. Moi, je suis pour, je ne vais pas me battre pour ça, mais puisque vous me demandez mon sentiment, il est très clair. Il est très clair, je suis content quand il y a des pièces comme ça qui passent au théâtre. Et surtout si elles ont déjà un passé. Le risque est plus grand quand on présente quelque chose de nouveau sur scène à la télévision. Quelque chose qui n'a pas été rodé, si vous voulez. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de projets, Louis Vell, notamment Frédéric Hébrard aussi, pour les mois à venir. Bah oui, je vous ai parlé en 2 mots là, tout à l'heure, le livre audio qu'on va sortir, je pense, en même temps qu'on présentera à la télévision les Châtaigniers du désert. On a fait La protestante et le catholique, qui est l'histoire de notre rencontre.
qui n'est pas un livre proprement religieux, hein, c'est plutôt un livre, j'allais dire, conjugal, si vous voulez. Eh bien, Louis Vell, merci d'avoir passé ce moment avec nous dans Parole de Star sur Fréquence Évasion. À très bientôt et bonne continuation. Je vous en prie et je suis content. Puis je salue les téléspectateurs parce que serions-nous s'il n'y avait pas des auditeurs et des téléspectateurs? Que serions-nous? Eh bien, merci beaucoup, Louis Vell. À bientôt. Moi, je vous remercie aussi et merci aux auditeurs. Nous étions en compagnie de Louis Vell dans Parole de Star sur Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.